ces médias digitaux ne sont plus juste وداك ديال digital. Non, ça prend sa place autant que les médias classiques dans le paysage et les usages ont changé, la consommation a changé. J'en ai laissé une carrière qui démarrait plutôt bien, qui était même déjà un petit peu installée sur 2M pour me lancer dans le digital sans trop savoir dans quoi je jumpais. Younes Azraq a passé 20 ans dans les médias au Maroc, dans les plus grandes chaînes de radio et de télé. En 2016, il quitte 2M et se lance le défi de créer un média de zéro. Il a compris avant tout le monde que les nouveaux médias allaient être sur le digital et pas sur les chaînes traditionnelles. Et dans cet épisode, il raconte son parcours, la révolution qu'a connue le secteur et comment il s'y est adapté pour développer un nouveau type de média. Pourquoi les gens avaient ces dogmes dans la manière de faire les choses? Qui a dit qu'il fallait 20-30 personnes sur un plateau pour qu'une émission se crée? Tout a déjà été fait. Ouais. Il faut arrêter de croire qu'on crée des choses. C'est un cycle permanent, des cycles permanents de réinvention de la même chose. Donc, on ne crée rien. Younes Azraq, bienvenue. Bonjour, voilà. Je suis super content de te recevoir. Ça fait... Alors, on avait prévu de le faire il y a 3 mois. Au moins. Non, après, c'était compliqué de trouver une date. Des deux côtés, on avait prévu de le faire il y a 3-4 mois, je pense. En tout cas, le plus important, c'est qu'on le fait. Un petit peu avant la fin de l'année. Je suis content d'être là. Je pense que ça va sortir début 2026. Non, fin 2025 en pleine canne. C'est cool. En tout cas, je suis hyper content de te recevoir. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans les médias. Ouais. Qu'aujourd'hui, on va parler de médias à fond. Plein de questions à te poser. Comprendre aussi l'évolution que tu as vue dans les médias. Tu étais chez 2M, tu étais à la radio, à la télé. Maintenant, tu es le directeur général de Jaoujab. Donc, tu as vu toute cette évolution-là. Donc, si ça te va, j'aimerais vraiment revenir sur tout ça. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation et pour ton intérêt. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Je suis Younes Azraq, j'ai 41 ans. Je travaille pour un studio créatif qui s'appelle Jaoujab depuis sa fondation il y a quelques années. Mais j'ai fait mon parcours dans les médias essentiellement, donc dans l'animation radio, puis un peu plus de journalisme avec des émissions plus spécialisées, de la télé, de la radio, et puis Jaoujab. Voilà. Mon parcours est assez court, enfin, en tout cas pas très diversifié. J'ai fait très peu de boîtes, mais ça a toujours été ça, le fil conducteur. Comment tu es arrivé dans les médias? Une dame qui s'appelle Fatima Lokili, qui était probablement la plus grande journaliste de l'histoire de la télé marocaine et que je connaissais personnellement et qui m'a dit « Younes, la radio se libéralise au Maroc, tu devrais postuler. Il y a cette radio qui recrute en ce moment. » Et à cette époque-là, moi, je venais de rentrer au Maroc des études que j'avais interrompues en France pour essayer de m'inscrire dans un cycle de journalisme ici, auquel je n'ai pas pu accéder. C'est très rigolo, parce que l'école de journalisme de Rabat, donc l'école nationale, n'accepte que les gens qui ont eu leur bac cette année-là ou l'année précédente. Donc si ton bac a 2 ans, tu ne peux plus y accéder, tu ne peux plus passer le concours. Et j'avais passé le concours de l'école privée de Casa, à laquelle donc je devais rejoindre à la rentrée suivante. Et pendant ce temps-là, je travaillais dans un centre d'appel. Et quand j'étais le plateau, je parlais aux clients, je bougeais comme ça, et j'étais assez à l'aise, etc. Et les gens me disent, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Donc, quand elle me dit, postule, je me dis, bon, peut-être que les études, c'est pas tout de suite, on va tenter l'aventure. Et le test qu'on m'a proposé dans cette chaîne radio, c'était de prendre l'antenne pendant 2 heures et de raconter ce que je voulais. Wow. En direct. Et donc, c'était Casa FM à l'époque, donc à Ain Choc, les anciens studios de ce qui est devenu, je crois que c'est Medina FM aujourd'hui. Non, c'est pas Medina FM. Je ne connais pas le nouveau nom de la radio, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, oui, 2 heures d'antenne, et pendant lesquelles j'ai parlé de musique. Et ils m'ont dit, bon, tu engages. Tout seul, sans invité? Rien. J'avais fait une playlist, et j'avais écrit quelques petites notes sur pourquoi j'aimais telle chanson, pourquoi je la passais. Et ça a duré 2 heures, et ils m'ont dit, tu reviens le samedi ou le dimanche prochain. Et c'était parti comme ça. C'était la première fois que tu passais dans un média ou dans une radio? Alors, ou à la télé? Quand j'étais gamin au lycée, je faisais un atelier d'écriture journalistique au lycée Moulay Youssef. Et le sujet que j'avais choisi, c'était de faire le portrait de Mohamed El Bhiri, donc, qui était l'animateur de radio chaîne Inter, donc la SNRT. Et dans le cadre de mon interview, il m'a invité à venir dans son studio, donc d'assister à son émission radio. Donc c'était la première fois que je voyais une émission radio. Je ne sais pas si tu te souviens de tes premiers tournages, mais cette adrénaline que tu ressens quand tu es face à un micro et que tu te dis « Waouh, il y a des gens qui m'écoutent un peu partout ouais. », c'est une excitation assez incroyable.
et c'était un sentiment que je ne connaissais pas et qui m'a donné envie de tout de suite, revenir en tout cas dans le studio. Je ne savais pas du tout ce qu'allait être mon parcours ni ma carrière du tout. Je ne savais même pas si c'était un hobby d'été avant de reprendre les études en septembre, mais il s'est avéré que ça a duré un peu plus longtemps que Donc prévu. en grandissant, tu n'avais pas une passion particulière pour le journalisme ou là, en se disant moi je veux être à la radio, je veux être à la télé. Il n'y avait pas de ça. Absolument pas. D'ailleurs, je vais peut-être te surprendre, mais ça a toujours été un exercice très compliqué pour moi d'être devant à la caméra. Je n'aime pas ça. Je suis très gêné d'être face à la caméra, même si c'est mon métier. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté la télé quelques années plus tard, j'étais très heureux de ne plus avoir ce stress Ouais, à chaque fois. ouais. Autant le micro, la radio, c'est cool. Autant la caméra, c'est quelque chose qui me met très très mal à l'aise. Donc, non, ça n'a jamais été une envie ni une ambition. C'est arrivé un peu par accident. Euh, voilà. Ça fait, on disait, plus de 15 ans que tu es dans les médias. Donc radio, télé aussi, et médias digitaux. Est-ce que tu peux me raconter l'évolution que tu as vue dans les médias depuis? Combien de temps tu as? Tout le temps qu'il faut. Je ne sais pas si j'ai été conscient de toutes les évolutions qu'on a connues ou tous les shifts qu'il y a eu. Mais je sais qu'il y a eu pas mal de vagues. J'ai connu donc le début des radios privées. Et donc ça a été une transformation majeure dans le paysage médiatique marocain, par la liberté de ton que ça a apporté, par la diversité des formats. C'est quand que ça a été libéralisé? 2006, 2005, 2006, ouais, Okay. dans ces eaux-là. Et c'était le tout début des nouvelles radios et des nouvelles émissions. Libéralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'était plus que l'État qui des était chaînes opérateur de radio non Exactement. publiques, c'est ça? Exactement. Okay. Les opérateurs privés pouvaient avoir une licence de radio et émettre dans tout le territoire. Et là, les premières radios, c'est Hit Radio, ouais, je suis mauvais là. Medina FM, Medina du FM, coup. ouais. Ouais, je me souviens plus de toutes les radios. Mais à l'époque, il y avait 2M, il y avait Médien, il y avait la SNRT, c'était réglé. Tu vois, donc c'était assez simple. Et on est arrivé à 10 radios ensuite, ou plus. Ça, c'était nouveau quand même. Et tu as eu l'apparition de phénomènes comme Momo de Hit Radio, comme différents animateurs comme ça qui sont devenus les figures de proue de cette nouvelle voie et de cette libéralisation des ondes. Et c'était intéressant. Il y a du bon, il y a du mauvais, forcément, mais ça finit par se réguler, s'équilibrer pour qu'on trouve une nouvelle vague d'émissions radio qui était assez nouvelle au Maroc. Et voilà, donc c'est un peu là que j'ai rejoint la radio. Ensuite, en arrivant chez 2M, je rejoins l'ancien opérateur, mais qui avait une envie de suivre un petit peu cette nouvelle vague. J'étais d'ailleurs un des éléments qui allait symboliser ça chez lui ou qui allait lui permettre de parler à cette nouvelle génération qui s'intéressait aux médias classiques. Par les formats qu'on a proposés, par les sujets qu'on abordait, par la musique qu'on passait. Là, c'était à la radio chez 2M. Exactement. Un tout petit peu plus tard à la télévision aussi. Des émissions comme Corsa ou la Corsa Live, c'était totalement nouveau dans le paysage audiovisuel marocain. Et quelques années plus tard, sont arrivés les Facebook, les YouTube, qui étaient des phénomènes, des micro-phénomènes au Maroc à l'époque, mais on sentait déjà l'intérêt pour la vidéo, on sentait déjà l'intérêt de communiquer au-delà de son média. On parlait des tout débuts du transmédia, mais c'était pas encore tout à fait ça. Mais dans le studio radio de Radio 2M, on avait mis des caméras, on commençait à faire des petits montages pour faire un best-of de l'émission juste après qu'on balançait sur YouTube ou sur Facebook. On sentait de l'intérêt. Et donc là, quand j'ai été approché pour démarrer Jaoujab, je trouvais l'idée très très séduisante, à tel point que j'en ai laissé une carrière qui démarrait plutôt bien, qui était même déjà un petit peu installée sur 2M, pour me lancer dans le digital, sans trop savoir dans quoi je jumpais. Mais je suis très très content d'avoir pris cette décision-là, parce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on a un média qui est plutôt cool, qui est reconnu pour la qualité de ce qu'il fait, pour l'innovation qu'il peut apporter, la créativité qu'il apporte dans le domaine, et puis surtout parce que ces médias digitaux ne sont plus juste
Ouais, dès que je dis le digital, c'est le petit, le C'est truc, ça. le mignon qui est de côté. Non, ça prend sa place autant que les médias classiques dans le paysage et les usages ont changé, la consommation a changé. Donc c'est Quand super. tu quittes 2M en 2016, alors c'est vrai qu'il y avait Facebook, il y avait YouTube, etc. Mais en fait, quand tu regardes ça 10 ans après, tu te dis oui, effectivement, maintenant les médias digitaux sont très importants, mais à l'époque, c'était un choix qui était quand même difficile parce que tu sors d'une très bonne On situation m'a dans traité un, de fou. dans Je une, te- dans une- dans- je te à la l'appelle télé, très dans la simple. première chaîne, etc. Et tu sors pour créer un média digital. À l'époque, c'était fou. Surtout qu'il n'y avait aucune économie autour. Pour l'instant, à cette époque-là, on créait pour créer et on voyait ce qui allait se passer. Il n'y avait pas encore de collaboration commerciale, il n'y avait pas encore de brand content comme on le connaît aujourd'hui, il n'y avait pas encore tout ça, c'était tout nouveau. D'ailleurs, le brand content qui existait, bah, il allait sur la télé, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas pour le digital. En tout cas, bah, il n'y avait pas encore tous les smartphones, il n'y avait pas encore cet accès complètement démocratisé à la chose. Donc, la consommation n'était pas la même. Et quand tu n'as pas les yeux quelque part, bah, il n'y a pas d'argent dans cet endroit-là. Donc, quand on a fait ce pari-là, c'était un peu risqué. Bon, en tout cas, on ne savait pas où on allait. On avait envie de découvrir et d'explorer. Et Alors je suis allé regarder certaines émissions que tu as fait, notamment chez 2M, et il y a l'émission dont tu as parlé qui s'appelle Corsa. Donc Corsa, c'est une interview dans une voiture avec des artistes, des chanteurs, des acteurs, etc., et d'autres personnalités de la culture et autres. Et ce qui est super intéressant dans ce format, c'est que quand je regardais les vidéos et même le générique, etc., ça se voyait que c'était un format très créatif, très nouveau, et en même temps, on sentait que tu t'amusais, on sentait que l'équipe, on sentait qu'il y avait quelque chose de très positif, de très créatif, de très organique. Comment vous avez créé l'émission? alors, c'est une émission qui a été créée, que j'ai créée avec Selma Srali, qui était la directrice de l'unité des programmes jeunesse chez 2M, que tu as probablement connu avec son émission Music Box, qui passait les derniers clips à la télé à l'époque. Donc, c'est quelqu'un avec qui on s'entendait très, très bien, aussi bien humainement que sur les goûts musicaux. Et en fait, on nous avait annoncé que Kezia Jones venait au Maroc pour faire un concert et qu'on avait l'opportunité de l'interviewer si on voulait. Mais le problème, c'est qu'il avait très, très peu de temps. Et on s'est dit, mais comment on va faire? On n'aura pas le temps de le ramener au studio pour l'interviewer, puis l'emmener à la salle. On s'est dit, bah, ce serait intéressant de le prendre sur le trajet entre l'aéroport et la salle de concert. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, c'était pas du tout une idée. Enfin, c'est une idée qui est née dans le besoin de trouver un format pour faire une interview dont on avait très, très envie. Et donc, on a pris, c'était un van de 2M qu'on est parti chercher Kezia Jones. Et à l'époque, c'était très drôle parce que dans l'émission, tu le vois dans le cadre, il y a lui, il y a sa chérie de l'époque et il y a moi. Parce que bah, on n'avait pas où la mettre. Donc, elle était avec nous dans l'émission. Bah, ça avait été tellement bien fonctionné en interne, on avait bien aimé qu'on a institutionnalisé le format. On l'a appelé Corsa parce que c'est une course de taxi finalement. Et donc on a trouvé ce van Volkswagen qu'on a complètement customisé pour le mettre aux couleurs de l'émission et qui a servi pendant, je sais pas, 5-6 ans à recevoir tous les invités musicaux qui venaient au Maroc et qu'on pouvait prendre du coup n'importe où. Et même à l'international, on est parti en Espagne, à Paris, on a fait des interviews à l'international avec ce van et c'était le phénomène à chaque fois qu'on arrivait dans un festival de musique où on devait prendre les artistes en interview pour faire un tour. Et vous partiez avec Grave, le van. bien sûr. Ouais. Il allait même... Absolument. Il est parti à Marmande, il est parti en Espagne à Cartagena, il est parti à Paris, il est tombé en panne en plein 16e dans un rond-point. Et c'est l'artiste qui a poussé avec nous parce que on a calé. C'était assez drôle. Mais oui, on a eu des rencontres très très chouettes grâce à ce van. Comment on a l'idée d'un concept ou d'un format ou d'une émission dans ces médias-là, par exemple à 2M, à la télé ou à la radio l'écriture, l'idée, la conception, comment elle se passe? Il y a une logique de saison dans une télé ou dans une radio. Une rentrée se déroule en septembre jusqu'à l'été-juin, où on a les programmes de l'été qui prennent... en tout cas, c'était comme ça à l'époque, je ne sais pas depuis si ça continue. Et donc, chaque rentrée, il fallait réfléchir au format qui va occuper tel créneau pour parler de tel sujet. En radio, on a le drive time du matin, on a le temps mort un petit peu entre 10h et midi, donc le pic d'information, enfin le rendez-vous d'information entre midi et 2, puis l'après-midi qui était un petit peu plus légère, puis les programmes du soir qui vont
accompagner les gens en voiture jusqu'à chez eux. Donc la grille se découpait de cette manière-là et on décidait de ce qu'on mettait dans cette case. Est-ce qu'on a besoin d'actualité? Est-ce qu'on a besoin de société? Est-ce qu'on a besoin de culture? Est-ce qu'on a besoin de ça? Et on trouve les gens qui vont être les plus à même de porter ce format-là parce qu'ils ont un intérêt pour le sujet, le public les a identifiés dans cette thématique, donc il les acceptera dans ce sujet. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Et on crée le format qu'on trouve le plus sympa ou le plus à même de drainer de l'audience ou parce que c'est la tendance. Ça dépend du besoin à ce moment-là. En télé, je n'ai pas participé à l'écriture de beaucoup d'émissions, donc je ne sais pas comment se créer une grille dans son entièreté. J'ai fait 3-4 formats qu'on m'a presque commandé, que la télé a dit « Younes, il nous faudrait une émission musique, qu'est-ce que tu nous proposes ? Younes, il nous faudrait une émission de ça, qu'est-ce que tu nous proposes ?» Et ça s'est passé comme ça, en collaboration. Et c'est qui commande? C'est le Big Boss. C'est le Big Boss. Le Big Boss qui lui-même le commande à ses chefs d'unité, parce que chaque unité, le sport a son unité, le magazine a son unité, la jeunesse a son unité. Donc un rédacteur en chef. Une espèce de directeur de cette... Et de chaque unité, et donc il te commande un sujet que tu vas essayer d'écrire, de créer. Exactement. Chacun, en fait, a un certain nombre de créneaux dans la grille de la semaine. Donc, il a pour obligation, il a pour mission de fournir à la chaîne les programmes qui vont aller dans cette grille-là. Et quels sont un petit peu les différents rôles? C'est-à-dire qu'il y a l'animateur qu'on voit, il y a le journaliste, parfois l'animateur et le journaliste, c'est la même personne, mais il y a aussi une équipe de journalistes. Il y a le producteur, il y a le réalisateur, il y a la chaîne. Quels sont un peu les rôles et comment ils travaillent ensemble? Waouh, écoute, donc, je t'ai parlé du chef, il y a le directeur des programmes qui gère toutes les unités et qui a lui-même en dessous de lui plein de directeurs d'unités, donc selon les thématiques, qui va avoir des chargés de production qui vont se charger de fabriquer l'émission. Oui, okay. Pour chaque émission, il y a une équipe dédiée. Un réalisateur, un producteur, un journaliste, un animateur, un chargé de production, etc. En interne, tout ça, dans la chaîne? Ça dépend. Ça dépend de la politique de la chaîne. Mais ça n'existe pas au Maroc, les chaînes qui produisent 100% en interne. Il faut forcément avoir recours à des boîtes de production en externalisant une partie de la production. D'abord pour des questions de logique économique, le pays a besoin qu'il y ait des boîtes de production. Ça n'existe pas dans le sens où c'est dans la loi, c'est-à-dire dans le cahier de charge des chaînes, elle n'a pas le droit de produire entièrement une émission toute seule. Pas une émission, c'est-à-dire une partie de ses programmes doivent être internalisés, une partie doit être externalisée pour faire vivre le vivier de... Ok, elle a le droit de faire une émission en interne à 100%, mais pas toutes ses émissions. Il y en a qui doivent être coproduites au moins ou produites en externe. C'est ça. En interne, en tout cas, c'est tous ces rôles-là que je t'ai cités qui contribuent à la création d'une émission. En général, l'émission se crée entre le chef d'unité, l'animateur, qui est parfois le journaliste, comme tu l'as dit, et entre eux deux, ils vont poser les grandes lignes du concept et écrire un peu ce qu'ils ont envie de raconter à travers cette émission-là. Quand on va trouver le réalisateur, on va lui donner les contours artistiques et la manière dont tout ça va être mis en scène et comment il va être présenté. Est-ce que c'est un plateau? Est-ce que c'est un décor extérieur? Est-ce que c'est tourné en décor réel? Est-ce qu'il y a du public ou pas? Est-ce qu'il y a... Enfin, tu vois, toutes ces réponses-là. Ensuite, l'émission est fabriquée... selon ces critères-là, ou bien dans un studio de la chaîne, ou bien dans un décor réel, avec une équipe artistique qui est toujours la même, aux techniques, la caméra, la lumière, le son, le décor, le stylisme, tous ces métiers-là qui vont faire que l'émission ressemble à ce à quoi elle ressemble. Et ensuite vient la post-production. Une fois que c'est tourné, il y a les monteurs, les artistes, les techniciens du générique, de l'habillage, du son, de la musique, etc. Est-ce qu'on va créer la musique du générique? Est-ce qu'on va utiliser un son qui existe? Est-ce qu'on va faire de la 3D? Est-ce qu'on va utiliser des images de l'émission et écrire dessus? Ça dépend encore une fois, le style et la direction artistique que prend l'émission. Mais du coup, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont impliqués dans une émission. C'est-à-dire que là, tu parles de 20, peut-être 30 personnes qui sont impliquées dans une émission. Absolument. Et la grande évolution dans ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui avec Jaoujeb, c'est qu'aujourd'hui, probablement grâce à Internet, on peut faire avec beaucoup moins de gens. Internet est une partie de la réponse, mais la technologie, de manière générale, c'est tellement démocratisé, c'est tellement simplifié que, à l'époque, il fallait 20-30 personnes pour opérer toutes les machines et toutes les techniques qu'il fallait
mettre à contribution pour réaliser une émission. Aujourd'hui, une personne peut faire tout ça de chez elle avec son téléphone. Ouais. Donc ça, c'est assez fou et c'est ce bouleversement-là qui a... Je regardais un podcast avec Arthur, qui est un animateur et grand producteur en France, qui a une très grosse boîte. Et tout le monde ne le sait pas, mais c'est une très, 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 très grosse boîte. En démol, quand même, c'est... Voilà, c'est ça. pas une petite Mais boîte. en réalité, parce que comme on voit les émissions, on se dit en fait il est animateur, mais en réalité derrière. Ouais. Et il parlait de la propriété intellectuelle. Il disait que la chose la plus importante, c'est l'IP, la propriété intellectuelle. Donc, qui détient la propriété intellectuelle de l'émission, de la série, etc. Donc, dans ce format-là, média, à la télé par exemple, qui détient la Chez propriété nous, c'est très, intellectuelle? très simple. C'est toujours la chaîne 100% du temps. Avant de revenir à cet épisode, j'aimerais vous parler de notre nouveau partenaire, voixoff.ma, qui sponsorise cet épisode. Si vous dirigez une agence de marketing ou une boîte de production au Maroc, vous avez forcément entendu parler d'eux. C'est la plateforme numéro 1 de voix off dans le pays. Lorsque vous entendez une publicité d'une grande marque marocaine, il y a de fortes chances que la voix vienne de chez eux. Ils ont un catalogue de plus de 800 voix dans 16 langues, et ça inclut la Derija et la Mazir, ce qui est très difficile à trouver ailleurs. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de passer du temps à chercher une voix seule. Vous pouvez contacter leur équipe directement via WhatsApp, et ils vous trouveront personnellement la voix parfaite pour votre campagne en quelques minutes. Et si vous venez de la part de Nextwave, vous aurez moins 5% sur tous leurs services. Donc arrêtez de vous compliquer la vie avec l'audio et allez sur voixoff.ma pour offrir à votre marque le son professionnel qu'elle mérite. Je vous mets le lien du site internet dans la description. Et sur ce, on revient à l'épisode. Le producteur, il a jamais, même quand c'est une production externe, il a jamais la propriété intellectuelle? Non. Il va licencier ou il va... Enfin, alors je sais qu'il y a certains formats internationaux qui sont achetés au Maroc et qui sont franchisés pour lesquels la chaîne a le droit d'exploitation de cette saison-là, de ce qu'elle a produit elle-même dans le cadre de cette Ils franchise. sont achetés à qui Aux détenteurs des droits à l'étranger. Oui, Ok, bien sûr. ok, Ouais. ok. En fait, c'est une boîte de prod qui va ici aller négocier avec l'entité qui est la master IP à l'étranger, qui va licencier ça au Maroc, qui va donc mettre ça au service de la chaîne pour cette saison-là. D'accord. Donc, mais ça ne veut pas dire que la chaîne a acheté les droits Et propres pourquoi de c'est l'émission. aussi important d'avoir l'IP? Parce que c'est de là que vient toute la valeur, toute la richesse en fait. C'est là que tu vas pouvoir exploiter ton émission en la diffusant chez toi, dans d'autres... Parce que la chaîne a le droit de produire une émission et de la diffuser dans tous les pays de l'Afrique si elle a envie. Donc de les vendre à toutes les chaînes de l'Afrique. Elle a le droit de l'exploiter sur le digital. Maintenant que c'est quelque chose qui existe, 2M fait des millions et des millions de dirhams sur ses droits sur YouTube ou sur la monétisation de ses contenus sur le digital par exemple. Enfin, je le dis avec toute la réserve du monde, je ne suis pas employé de 2M. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui se fait dans toutes les chaînes télé du Maroc et du monde. Ton contenu est mis sur le digital parce que c'est tes droits et donc tu peux récupérer la monétisation. Un métier qui n'existe pas au Maroc, c'est un gestionnaire de droits. En France, par exemple, je connais des boîtes qui ont pour métier de gérer tout le catalogue de TV5, de France TV, de machin, sur YouTube, de faire en sorte que ce catalogue vive correctement, ne soit pas copié, donc de strike à chaque fois qu'il y a des personnes qui téléchargent du contenu et le mettent en leur nom, donc ils récupèrent la monétisation. La gestion des droits, en fait, la gestion de la propriété intellectuelle des chaînes-là et de leur catalogue, ça rapporte tellement d'argent que ça fait vivre des boîtes dont c'est le métier. Qui font que ça, ouais. Parce qu'en fait, une fois que ça passe à la télé, donc il y a la publicité, etc., mais une fois que ça passe, l'émission est passée à la télé, c'est tout le revenu que tu peux faire après grâce à la propriété intellectuelle. Évidemment. En diffusant autre part, etc. Est-ce que ça reste aussi important aujourd'hui, l'IP, alors que les médias sont beaucoup plus fragmentés, qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a YouTube, qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, qu'on regarde les médias un petit peu partout? Est-ce que la propriété intellectuelle, ça reste aussi important ou ça l'est moins? Et tu vois, par exemple, même dans le cinéma, on est passé d'un monde où... alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a 20-30 ans, quand on créait un film, il y avait une partie importante des revenus qui était l'après, c'est-à-dire la vente des CD pendant des années. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus au moment lorsque le film sort au cinéma, la majorité des revenus. Et dans les médias, j'ai l'impression qu'il y a un peu un parallèle, c'est-à-dire qu'avant, il y avait toute cette partie de distribution après et d'IP, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Absolument. En fait, c'est d'autant plus vrai que en fragmentant autant le marché du visionnage, tu multiplies
les points de revenus possibles, en fait. Donc, au contraire, c'est encore plus présent aujourd'hui, c'est encore plus important. Tu parlais du cinéma. Aujourd'hui, un film, quand il finit son exploitation en salle, il rentre pas chez lui. Il va sur Netflix, il va sur HBO, il va sur des plateformes. Donc, c'est toute une nouvelle vie, tout un nouveau cycle d'exploitation qui démarre pour le détenteur des droits et pour les studios qui ont produit ce film-là. Le merchandising aussi est très, très, très important aujourd'hui. Le marché du jeu vidéo qui est exploité à partir qui est décliné à partir d'une franchise cinéma ou télévision. Tous ces moyens de revenus sont devenus tellement plus nombreux aujourd'hui qu'au contraire, tout le monde est très très prudent et essaie de maîtriser le maximum la chaîne de valeur de la vie de chaque production audiovisuelle. Le digital, justement, a permis, en revanche, l'apparition d'un nouveau genre de droit qui est le fair use ou le common creative, qui sont des droits où tu peux exploiter des contenus audiovisuels existants, mais à titre non commercial, ou en tout cas, par exemple, si tu fais un documentaire et que tu illustres le propos de ton documentaire avec des images d'une production, tu ne vas pas payer de droits, ou alors pas autant que si tu le faisais dans le cadre d'une utilisation commerciale. Okay. Maintenant, les gens ont du mal à discerner le copyright infringement, donc ne pas respecter le droit. Avec ça, ouais, mais moi j'utilise, c'est juste 3 secondes et c'est juste pour. Non, t'as pas le droit. T'as le droit que si c'est non commercial. Et encore, si c'est vraiment du fair use, c'est-à-dire par exemple une plateforme comme YouTube, c'est un des plus gros sujets. Ils ont des départements entiers qui ne servent ou qui ne font que gérer les droits d'auteur de leurs créateurs. Parce que si un créateur qui vit du nombre de vues qu'il a sur YouTube, voit son revenu baisser parce que les gens utilisent son contenu pour eux gagner de l'argent sur son dos, il n'a plus intérêt à faire ça autant. Et donc YouTube a moins de contenu intéressant qui vient de ce créateur. Donc toute la chaîne pâtit de ce comportement-là. Donc ils le combattent. C'est pour ça que YouTube met en place des formulaires très très faciles pour signaler du contenu qui pique ton contenu à toi pour l'utiliser à but commercial, etc. Et qu'il y a vraiment un gros marché, un gros système de protection des droits d'auteur sur ces plateformes-là. Alors, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il est toujours logique? Est-ce que machin? C'est une autre question. C'est toujours des humains derrière la souris, donc c'est pas toujours très bien fait. Mais oui. Comment le business model des médias il a évolué sur les 10-15 dernières années? Est-ce que... D'abord, si tu prends les médias historiques, je pense que le business model n'a pas tant changé que ça, je ne sais pas. Par contre, maintenant, il y a des nouveaux médias qui ont été créés. Mais en tout cas, la partie business du média, comment elle a évolué? Les médias ont toujours essentiellement vécu sur le revenu des publicités et sur la vente des droits. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, même sur le digital. C'est-à-dire qu'au final, ton revenu AdSense, c'est de la pub que YouTube place avant ton contenu. Donc, c'est encore une fois de la publicité qui finance ton contenu sur le digital. Le modèle n'a pas tellement changé. C'est juste, encore une fois, les touchpoints et les canaux dans lesquels tu diffuses et la manière dont la publicité est insérée. Est-ce que c'est un sponsor que tu vas mentionner au début de ton émission? Est-ce que c'est un segment qui est sponsorisé où tu vas faire un placement de produit dont tu vas parler? Est-ce que c'est ces formats-là qui évoluent et qui changent? Est-ce que c'est un algorithme qui est détecté que ton émission avait un intérêt pour une cible affinitaire avec un produit et elle place cette publicité juste devant le début de ta vidéo? C'est ça, mais sinon c'est la publicité. C'est plus les formats qui changent. Qu'est-ce qui fait une bonne émission? Tu en as fait plein, tu en as fait à la radio, à la télé, tu fais des formats maintenant aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait un bon concept? Je te mentirais si je te disais que j'avais identifié une recette. Et je ne veux pas sonner... En fait, il faut juste le faire sincèrement. Je te jure que c'est ça, vraiment. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était clair ce que je disais, mais sur Corsa, en fait, tu le sens quand il y a un truc où l'animateur s'éclate, l'équipe, ça se voit qu'ils s'amusent, les gens sont contents de le faire et il y a quelque chose de sincère dedans. Tu peux pas mentir à celui qui te regarde. L'image, elle permet pas. On le voit à l'animateur, on le voit à la personne qui porte cette émission, qui présente, s'il est intéressé par ce qu'il dit, par la personne qu'il a en face, est-ce qu'il prend du plaisir, ça se voit, ça se sent. Donc, il faut vraiment
faire ce qui nous intéresse, ou en tout cas essayer de s'intéresser à ce qu'on fait. C'est pas love your job, c'est job your life. Mais une bonne émission, vraiment, c'est de la sincérité, c'est de l'authenticité, c'est ne pas essayer de jouer un personnage. Après, je peux aussi te citer un milliard d'émissions où on joue vraiment des personnages et ça fonctionne. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les audiences. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'endroits où regarder tellement de contenus différents que chacun il a son audience. Et même les trucs les plus niches, les plus improbables trouvent des centaines de milliers de personnes Ça, qui c'est s'y incroyable. intéressent. Et on a accès à Ouais. toute la planète. On a accès à tout le monde. Donc juste fais ce qui te plaît. Et ça devrait pouvoir trouver les quelques personnes que ça intéresse. Effectivement, ce qui est intéressant quand on marchait, c'est même à l'échelle d'un pays, je veux dire, quel que soit l'intérêt que tu as aujourd'hui, je sais pas si tu t'intéresses, ça pourrait être quoi un intérêt Quoi que tu cites, C'est pas un ça sport, existe déjà. Et il y a déjà une audience. Exactement. Quoi que tu trouves le truc le plus improbable, le plus insolite, Ouais, si tu penses qu'il n'y a pas d'autres gens qui il y s'intéressent a à ce même qui probablement un t'intéresse, salon. tu surestimes ton dédié. originalité. Je pense qu'il y a toujours d'autres Ah, gens qui vraiment, s'intéressent. Tout a déjà été fait. Ouais. Il faut arrêter de croire qu'on crée des choses. C'est un cycle permanent, des cycles permanents de réinvention de la même chose. Et en fait, on va grandir en absorbant des images, en absorbant des émissions télé, en voyant des publicités, en parlant à des gens qui eux-mêmes sont imbibés de ce qui existe et de l'ère du temps. Ouais. Ça va bien mijoter au fond de nous et ça va ressortir dans un format qui synthétise un peu tout ça. Mais ça veut dire que c'est le résultat de ce qui existe déjà. Donc, on ne crée rien. On réinvente des formats. On en parlait juste avant On en l'interview. parlait, parce que même le mot podcast, c'est un mot dont on parle. Alors, ça n'existe pas depuis quelques années, ça existe depuis longtemps. Depuis 10-20 ans, on parle de podcast. Mais même le podcast, c'est la réinvention d'autres formats qui existaient avant, bien sûr. On est en train de faire dans le podcast ce qui a été fait à la télé et à la radio il y a quelques années et qui, dans 10 ans, semblera comme l'ancêtre de ce qui existera dans 10 ans, tu vois. Donc, oui, il faut juste garder sa curiosité et son flair un peu ouvert à ce qui existe dans l'air, l'air du temps. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. C'est L'air du temps, c'est intéressant. C'est-à-dire, tu penses que avoir une idée d'émission, de concept, de format, etc., on l'appelle comme on veut, avoir une idée de concept, c'est aussi sentir un peu qu'est-ce qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est le bon moment de faire tel sujet parce que ça m'intéresse et aussi parce que c'est le bon moment. Je pense que si tu avais lancé ton émission il y a 5 ans, tu n'aurais pas eu le même succès et le même intérêt qu'il y a aujourd'hui parce que tu es arrivé à un moment où les gens consomment le format, les gens s'intéressent à ces questions, les gens ont accès facilement à ce genre de contenu, les gens ont les moyens technologiques d'y accéder. Enfin, Ouais. tout est fait pour que ce timing soit le bon. C'est ce que j'appelle l'air du temps. C'est que tu as senti une appétence, tout est aligné pour que ça fonctionne à ce moment-là. Et c'est là que ça va être ta recette de réussite pour toi, pour ce format-là, plutôt que quelqu'un qui y a peut-être pensé un peu plus tôt ou un tout petit peu plus tard. Un petit peu Il y a trop tard, un du coup. concept que tu as fait ou que tu as vu passer qui était bon mais trop tôt Mais ça voudrait dire que... ou trop tard. Oui, non, mais ça voudrait dire que j'ai eu une idée absolument incroyable qui n'a jamais existé, ce qui n'est probablement pas le cas, tu vois. Donc, moi-même, au moment où je crée le truc, je ne me rends pas compte qu'il a existé ou pas, je ne le fais pas, je ne suis pas conscient. C'est-à-dire que comme ça, quand on l'a fait, je t'ai raconté exactement comment ça s'est passé. Quelques années plus tard, on a découvert que ça existait déjà en Belgique depuis des années. Quelques années plus tard, France 2 a démarré la même émission en pensant qu'ils avaient inventé un format. Donc, tu vois, tu peux pas le savoir. Ouais. Et est-ce que tu peux me raconter les débuts de JaouJab? Comment ça s'est lancé? Il y avait chez Nabil Ayouch, qui est donc l'instigateur de cette boîte, une envie de créer une web télé ou en tout cas un espace qui permettrait aux jeunes créateurs de talent d'accéder à cette forme de création pour un petit peu démocratiser l'accès aux médias à différentes formes de talent. On a créé JaouJab pour être un incubateur de ces talents-là, qui soient devant la caméra. À l'époque, être influenceur n'existait pas encore. On était à peine créateur de contenu si
si on avait un petit peu une maîtrise technique qui nous permettait d'utiliser du matériel et qu'on arrivait à se dépatouiller pour faire un tournage à peu près propre et balancer des vidéos sur Internet. Tout le monde n'avait pas encore des smartphones, tout le monde n'avait pas encore une caméra au fond de sa poche. Et donc, il était pertinent pour nous d'offrir un endroit à ces personnes-là qui souhaitaient créer du contenu pour venir trouver du matériel, trouver du conseil, trouver de l'expertise dans la création de contenu. Donc, on s'est lancé comme incubateur. Les années passant, les usages changeant et la technologie se démocratisant pour tout le monde, il apparaissait de plus en plus que les gens n'avaient plus besoin d'être incubés parce que ils le font eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ont découvert qu'ils pouvaient être eux-mêmes un média il semblait plus pertinent et plus logique de collaborer avec ces personnes-là pour créer toujours des formats un petit peu innovants. Et c'était ça l'expertise que Jaoujab essayait d'apporter. En fait, c'est qu'on a toujours essayé de libérer la parole sur différents sujets en apportant une envie de faire différent, une envie de parler de choses dont on n'avait pas l'habitude de parler, une envie de le faire d'une manière plus dialogue, plus digitale, moins qui ressemble à ce qui se faisait avant. Et ça a créé des formats assez insolites à l'époque, assez innovants, que les gens ont tout de suite adoptés. Et les premières figures de Jaoujab ont commencé à être reconnues. Youssef Ksiyer, Bouchra Do, Amel Medad, qui sont les premiers créateurs qui ont démarré chez nous. Et petit à petit, les marques ont commencé à s'intéresser. Donc, on a commencé à faire des collaborations commerciales pour ces personnes-là, créer du brand content pour les marques ou les agences qui faisaient appel à nos services. Et pendant tout ce temps-là, notre média continuait à agréger du contenu qu'on créait nous-mêmes avec ces créateurs-là, sans visage. Donc, c'était des émissions pas incarnées, sur différents sujets. Il y avait aussi Abdeltef Bchar sur le gaming. On a touché à des verticales, donc gaming, food, humour, politique, sans même conscientiser à l'époque qu'on était en train de toucher aux verticales les plus importantes d'Internet. Mais entre nous, il s'agissait simplement de s'amuser à faire des formats. Si on avait envie de voir une émission de cuisine, à quoi elle ressemblait ? Elle ressemblerait, pardon. Et c'est exactement ce qu'on faisait. Et ça fonctionnait. Et on passait au sujet suivant. Et on passait au sujet suivant. Ça a fini par constituer un catalogue. Ces personnes-là qui ont démarré chez nous ont volé de leurs propres ailes par la suite et ont créé leur chaîne et ont continué leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Et on a commencé à s'intéresser à d'autres formes de talent aussi, à la réalisation, à la caméra, à l'écriture. On a proposé des formats comme Framed, qui était du mini-documentaire très esthétisant, qui était totalement nouveau à l'époque et qui allait à contre-pied de ce qui se faisait, par exemple aux États-Unis avec Vice, qui étaient des documentaires gonzo très hard à l'image et dans les sujets. Nous, on faisait exactement le contraire, de la douceur et de l'esthétique pour parler de sujets très très durs. On a reçu un ex-terroriste condamné, on a reçu une photographe qui avait du mal à se lancer dans le domaine parce que ses parents l'empêchaient de faire de l'art. On a reçu une conductrise de bus à Casablanca. Et avec des sujets comme ça, on a gagné un grand prix à l'international face à Vice, justement. C'est ça l'ironie du sort. On a gagné le prix européen de la liberté de la presse, le prix Samir Kasser, qui est le prix le plus prestigieux du genre dans la région. Donc ça nous a conforté dans l'idée que ce qu'on faisait était peut-être intéressant. Et donc on a continué à explorer ces formats-là, on a continué à décliner. Quand un framed fonctionne et que ce format mini-documentaire fonctionne, il s'avère que tel annonceur a besoin de mettre en valeur ses employés, sa culture entreprise. Tu vois, et donc ça a fini par être décliné pour eux. Ça a tellement bien marché que ça a atterri à la télé. Il y a un des annonceurs, ou plusieurs d'ailleurs, pour qui on a créé ces formats-là, qui a fini par voir le succès que ça avait sur le digital et les a amenés à la télévision en mettant un peu plus de budget. Donc en fait, c'est plein de choses. C'est l'incubation de talents, c'est si je te dis que la production de formats, c'est un côté agence aussi avec des marques, c'est un média.
C'est tout ça en même temps. En fait, c'est ça, c'est que chaque truc t'amène vers un autre truc. On a incubé des talents, on a appris à faire de la prod pour eux, on a appris à les diffuser, ça nous a fait un média, ça nous a appris à créer des formats, ça a intéressé les marques, ça a intéressé les agences, on a créé pour eux. Et la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va, on crée pour créer, et on voit où ça nous mène, et on s'éclate en le faisant, et on découvre de nouveaux formats en le faisant. Du coup, ce qu'on fait la veille n'est plus ce qu'on fait le lendemain, du coup, on ne s'ennuie pas. Et comment tu arrives en tant que directeur général à... Et même dans l'équipe, comment vous arrivez à faire tout ça en même temps? Parce qu'il y a à la fois le média, il y a la production, il y a les talents, il y a plein de choses en parallèle. Comment on fait? On a toujours eu ce petit saying depuis qu'on est arrivé chez Jaoujab, c'est hacker le système. On n'a jamais compris pourquoi les gens avaient ces dogmes dans la manière de faire les choses. Qui a dit qu'il fallait 20-30 personnes sur un plateau pour qu'une émission se crée? Ouais. Qui a dit qu'il fallait telle caméra pour créer ce format? Qui a dit qu'il fallait tel budget pour faire... Non, si on tentait ça, et si on essayait ça, et c'est ça la beauté du digital, ce que nous a permis l'exploration chez Jaoujab depuis le début, c'est qu'on ne s'est jamais empêché d'envisager de faire quelque chose différemment à partir du moment où on se disait, au pire, il se passe quoi? Ça ne marche pas, et on passe à la chose suivante. Vous pouvez tester plein de choses. Oui, c'était complètement l'exploration, l'expérimentation, c'était le maître mot de l'histoire. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde. Et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou AfaCash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Il y a un côté très démarche artistique, j'ai l'impression, chez Jaoujab, et même dans ce que tu fais, tu vois, il y a l'envie de faire des choses différentes. Et ce que je t'ai dit aussi quand on s'est rencontrés, c'est que quand je vois le feed de Jaoujab, les choses que vous créez, c'est assez différent par rapport à une certaine uniformisation des contenus où même sur les réseaux sociaux qui sont un peu le nouveau truc depuis 15 ans, mais je veux dire, où il y a les nouveaux formats aujourd'hui, même sur ces canaux-là, les formats tendent un peu à se ressembler. Parfois, il y a même des créateurs qui vont reprendre des formats d'autres créateurs. Il y a une uniformisation de ce qui se crée. Et j'ai l'impression que vous avez toujours vous avez envie d'avoir cette fibre un peu artistique. Je sais pas si... Je te remercie parce que c'est un compliment que tu me fais en me disant que notre feed ne ressemble pas aux autres et n'est pas uniformisé, parce que c'est exactement ce qu'on essaie de combattre. Même pas, en fait, on n'essaie même pas de le combattre. On essaie d'éviter de faire une chose juste parce que c'est un trend. On essaie d'éviter de faire une chose parce qu'il faut avoir ce format-là. Même si j'ai envie de reprendre une trend, qu'est-ce que j'y apporte de nouveau? Juste la faire en délicat ne fonctionne pas pour moi. Ça ne veut pas dire que j'y ai apporté quelque chose. On va essayer d'avoir une valeur ajoutée dans chaque contenu qu'on va proposer. Est-ce qu'on y arrive à chaque fois? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on essaye. Et on ne répond jamais à la loi des trends, des buzz, des chiffres. D'ailleurs, si tu vois, nos communautés, ce n'est pas forcément les plus grandes, les plus importantes, mais elles sont hyper engagées. Et puis, tu ne trouveras que très rarement quelque chose chez nous que tu as vu chez quelqu'un d'autre. Comment on juge le succès d'un média digital? Dans le sens où ce qu'on voit le plus, c'est les vues. Mais en réalité, c'est pas une métrique qui est vraiment parfaite pour juger du succès d'un contenu. Ça, c'est quelque chose qui évolue chaque année, chaque 6 mois, chaque mois. On va te dire qu'il y a une métrique, une KPI différente. Ça a été les vues, puis ça a été l'engagement, puis ça a été le nombre de followers, puis ça a été le nombre de commentaires, puis ça a été le nombre d'envois à tes copains. Enfin, et nous, en fait, on regarde tout ça en disant ok, vues, tu vois. C'est même pas que vous dites les vues ne sont pas intéressantes, c'est que tout ça, c'est pas forcément le plus important. En fait, c'est pas ce qui drive la création chez nous. C'est est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça a des valeurs? Est-ce que ça peut avoir de l'impact?
C'est vraiment ça qu'on pose sur la table d'abord et qu'on essaie de checker en créant un format avant de regarder ces questions-là. Après, quand on travaille en partenariat avec des marques ou des institutions, ils ont des objectifs, on répond à ces objectifs-là et on essaye de leur apporter des solutions pour checker leur KPI correctement. Mais en ce qui concerne Jawjab, ça n'a jamais été le sujet. Ouais, Et faire c'est la cette différence aussi avec liberté-là. votre média et ce que vous créez Absolument, pour quand on des est marques, au bien sûr. service d'une marque, on va répondre à ses besoins et à ses objectifs à lui. Et ça, alhamdoulilah, on sait le faire aussi. Et donc, tu disais, l'engagement est important. Comment on mesure l'engagement? C'est les réactions des gens dans ce que tu crées? C'est lorsqu'ils le partagent à leurs amis? C'est quoi l'engagement? Tu sais, ça peut parfois être un seul commentaire au milieu de 200 commentaires haineux, un seul commentaire, l'effet cheveux le dos, et on se dit, ok, lui, je l'ai touché, j'ai gagné mon bataille. Ouais. Ou alors, quand tu vas avoir un commentaire haineux, tu vas en avoir 3 qui vont lui répondre et qui vont argumenter. Tu n'as même pas besoin de modérer. Je ne modère pas ses contenus. Il faut que tu le saches, on ne fait rien, on ne supprime pas, on ne cache pas, on ne bannit pas. Si c'est haineux, si ça appelle à la violence ou quelque chose, parce que ça arrive aussi, là on intervient. Mais sinon, on laisse les membres de la communauté discuter entre eux et régler ce qu'ils ont envie de régler entre eux. On croit absolument à la liberté de chacun d'avoir son opinion et de le défendre de la manière qu'il veut. Mais oui, c'est vraiment parfois un seul. Je te jure, je regarde une vidéo, elle a fait quelques milliers de vues, donc pas forcément les objectifs qu'on avait, ou là qu'on se disait que ça pourrait avoir. On va regarder un commentaire, je dis, job done, ça suffit. C'est pour ça que c'est jamais. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'à la fois, bien sûr, faire plus de vues, c'est une métrique de succès, mais en même temps, l'impact, il peut être autre part. Il peut être avec moins de gens, mais un impact qui est fort. Ouais. Et, pardon, mais juste pour finir de répondre là-dessus, c'est aussi ça qui est important chez Jawjab par rapport à d'autres boîtes ou alors d'autres médias. On ne vit pas de la pub. Il n'y a pas une seule pub sur Jawjab. Il y a un seul contenu qui est sponsorisé et le sponsor l'est de manière tellement organique que voilà, tu ne le vois pas comme ça. Il n'y a pas de monétisation de nos contenus. Aucun contenu Jawjab n'est monétisé. Donc, on n'a aucun revenu qui viendrait des vues ou du buzz ou du nombre de je sais pas quoi, de quel chiffre. Aucun. Du coup, ça ne peut pas influer sur notre manière de créer le contenu ou de la raison pour laquelle on fait les choses. Et du coup, comment vous financez Jawjab s'il n'y a pas de. C'est le métier de revenus production audiovisuelle et d'agence on n'est pas vraiment une agence, on accompagne le besoin de certaines institutions ou certaines marques à créer du contenu et on peut les conseiller donc à partir de la création du format jusqu'à sa production. C'est une chaîne totalement intégrée chez nous de la valeur de la production audiovisuelle, mais c'est ce métier-là qui finance le média. Le média peut être considéré comme la dépense marketing de Jawjab, mais je ne sais pas si ça nous vaut du business ou plutôt le contraire. Donc, tu penses que parfois ça peut faire que vous ayez moins de business? Je ne le faire pense du pas, média? j'en suis convaincu. Ah oui? J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des personnes qui me rétorquent que non, on ne peut pas travailler avec la boîte qui défend ces idées-là. Ok. C'est quoi les idées que vous défendez? On défend une idée d'un Maroc inclusif et d'un Maroc où chacun est libre d'être comme il veut être et qu'il ait le droit de l'être. C'est pas juste... on doit leave no man behind, leave no person behind. Il faut qu'on soit à l'aise avec l'idée que la personne qui est à côté de nous peut avoir une religion différente, une identité différente, une orientation de quelque sorte que ce soit différente et qu'on est en paix avec ça. C'est pas qu'on la tolère, c'est qu'on n'a pas à avoir un avis sur la question, en fait. Et de la même manière, chacun pourra exister en étant ce qu'il est, sans que ça dérange qui que ce soit, et tout le monde vivra en paix et tout le monde sera heureux. En tout cas, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on essaie de défendre. C'est facile d'avoir un média engagé, de parler de ces sujets-là? J'ai l'impression que c'est très difficile. C'est marcher sur un fil et rasoir tous les jours parce que on peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre de la vérité ou de la justice ou de plein de choses. Et on heurte toujours la sensibilité de quelqu'un. Forcément, quoi qu'on fasse, de toute façon. Donc Ça, ce c'est n'est sûr. pas forcément ça qui nous dérange qui nous préoccupe le plus. C'est surtout être du bon côté de l'histoire. On essaye en tout cas. Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de médias qui prennent un peu les sujets, qui en parlent? Est-ce qu'il y a une ouverture de la parole sur ces sujets d'inclusion, d'inclusivité, ou pas tant que ça? Écoute,
je ne veux pas manquer d'humilité, mais de la manière dont on le fait, je ne pense pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont essayé d'approcher ces sujets-là, euh, qui le traitent plus ou moins bien. En tout cas, je parle de mon point de vue à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de voir les choses. Euh, oui, il y en a qui y ont vu une opportunité de faire du buzz, de faire du chiffre, et qui ont eu raison parce que ça a été le cas. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de le faire. Ouais. Vous travaillez sur plein de formats différents, des formats longs, des formats courts, les réseaux sociaux, YouTube. Quels sont les formats, toi, qui t'intéressent le plus, qui évoluent le plus, les nouveaux formats que tu vois? Est-ce qu'en ce moment, vous travaillez plutôt sur depuis quelques années, on parle beaucoup du contenu court. Est-ce que du coup, vous prenez le contre-pied, vous faites du long ou du très long? Comment tu vois les différents formats? Je n'ai pas envie d'avoir... Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'être un gérant de société qui n'a pas de vision. Mais en réalité, on travaille vraiment au gré des créations qu'on va avoir avec tel réalisateur, tel auteur, enfin, tu vois, par exemple, là, cette année, mes trois sujets favoris ont été un documentaire long métrage réalisé par Rita Al-Qsar et Ayman Ben Slimane sur sur la loi de la famille et les problèmes qu'elle pose par rapport à beaucoup de familles. J'ai travaillé sur un documentaire moyen format, mais type reportage, avec une super journaliste qui s'appelle Rania Brada et qui a fait un super boulot là-dessus. J'ai travaillé sur un court métrage de fiction qui parle de santé mentale et qui est porté par une réalisatrice formidable qui s'appelle Marim Abid et qui parle de la bipolarité comme personne. Donc, tu vois, est-ce que tu vois un fil conducteur là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des sujets qui ressemblent à Jaoujab et qui sont naturels pour nous à aborder et à traiter. La manière dont on va les traiter va ressembler à la personne avec qui on le fait et peut-être aussi aux moyens dont on dispose, peut-être aussi à la diffusion à laquelle on a réfléchi en amont et donc ce qu'on a envie d'attaquer comme canal. Donc, c'est un peu ça. Comment vous trouvez les talents? Parce qu'il y a une partie très importante de ce que vous faites, c'est trouver les talents. Donc, tu as parlé un peu de l'incubation des talents, mais ce que je disais, c'est que vous travaillez avec des créateurs de contenu et des talents, pas de la création de contenu, mais plus du côté réalisation, vidéo, etc. Donc, disons ceux qui face la caméra et ceux qui face pas la caméra, à peu près. Comment vous trouvez ces talents-là pour vos équipes? Sur ton LinkedIn, tu postes beaucoup d'offres d'emploi. Comment vous trouvez ces talents? Alors, j'ai une consommation presque toxique des réseaux sociaux parce que j'ai besoin de voir tout ce qui se fait aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Et de ce fait-là, bah, je repère beaucoup de nouveaux créateurs de contenu ou de nouvelles façons de faire les choses. Donc là, je vais repérer un bon nombre de personnes avec qui on a envie de collaborer pour notre média à travers les réseaux sociaux et notre consommation de ces réseaux sociaux-là. Après, il y a aussi le rayonnement de Jojob qui fait qu'on attire des talents, que ce soit du Maroc ou de l'étranger, qui vont nous contacter et qui vont avoir envie de collaborer avec nous parce qu'ils savent que le sujet qu'ils portent va nous intéresser, qu'on aura envie de le produire, etc. Donc ça va dans les deux sens. Et tes inspirations, parce que tu parlais de tes inspirations, du fait que tu regardes beaucoup ce qui se fait autour, et même ce qu'on disait au début de la conversation, c'est que la création, c'est toujours quelque chose qui est dans l'air du temps, et regarder un format, et l'adapter, etc. En créant Jaoujab, tu t'es inspiré d'autres médias et des choses qui t'ont inspiré, que ce soit au Maroc ou ailleurs? Encore une fois, c'était la synthèse de plein de choses. J'ai eu la chance de visiter les studios de YouTube à New York 6 mois avant de créer Jaoujab et Vice, en fait, durant le même voyage. Donc, j'ai vu de façon très différente, mais qui me parlait beaucoup de faire les choses. J'ai aussi C'était les studios de Vice et de YouTube. Et de YouTube. Ouais, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu y as vu? Et ben en Qu'est-ce que fait, ça t'a les appris? studios où on est aujourd'hui sont très inspirés de ce qu'a fait YouTube il y a quelques années, où il offrait des espaces aux créateurs de contenu qui n'avaient pas de studio, qui n'avaient pas les moyens de créer leur contenu, de venir chez lui et de créer directement. Et c'était co-brandé avec YouTube lui. le faisait Absolument, in-house. lui-même. Ça existe encore partout dans le monde, à Paris, à Londres, à Dubaï, etc. Les Ouais. studios de YouTube existent encore et les créateurs peuvent y aller pour faire leur contenu là-bas. Les créateurs qui sont signés, donc qui sont les plus influents et les plus proéminents de leur scène. Et donc, quand Jaoujab s'est créé, c'était exactement le même modèle qui était répliqué. Nos locaux sont des décors
c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que chaque espace puisse être un décor Qu'on potentiel. puisse travailler, qu'on puisse Absolument. créer du contenu. Le podcast de Jaojab est tourné à l'entrée de Jaojab. L'émission de cuisine de Amal est le petit corner café qu'il y a chez nous. L'open space où travaillent les collaborateurs d'habitude sert de décor pour l'émission de gaming. Le studio qu'on a à l'intérieur change de visage au fil des émissions. Donc on s'est inspiré de ce format-là. Maintenant, comme je t'ai dit, dans la façon de faire les choses, on a essayé de faire différemment et de faire avec les moyens qu'on avait, qui étaient très petits, avec les équipes très, très extraordinaires. Vraiment, Jaojab est très, très fier d'avoir eu des talents extraordinaires passés dans ses rangs et qui ont toujours apporté un souffle, une façon de faire, un talent dans notre manière de fabriquer du contenu. Mais aujourd'hui, on continue à regarder ce qui se fait. Par exemple, un exemple que je donne souvent aux équipes aujourd'hui d'un média que je trouve hyper cool sur le digital et le média digital de France Télé qui s'appelle France TV Slash. Donc tu te dirais que c'est pas forcément de là que viendrait l'innovation et la créativité, et pourtant les formats qu'ils proposent sont hyper cool, très digital friendly, c'est-à-dire que c'est vraiment créé pour le digital. Ça a vraiment complètement spiné du format classique de la télévision. Après, je consomme de tout. Vraiment, je regarde tout ce qui se fait. Parfois, elle est plus surprenant, tu vois. Donc, il y a beaucoup de projets qui se lancent dans la tech, beaucoup d'entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'entrepreneuriat. Mais dans les médias, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans les médias ou de nouvelles créations de médias. Et là, l'image un petit peu de loin, c'est les médias, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que le média est difficile à développer en tant que business? Que c'est forcément aussi un business pour le développer. En tout cas, il faut au moins une rentabilité, il faut pouvoir développer, le financer. Qu'est-ce qui rend ça difficile pour les entrepreneurs qui veulent créer des médias? Mais qu'est-ce que tu appelles entrepreneur dans les médias? Tu es entrepreneur dans les médias. Oui. Et des gens comme toi, il en existe beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Parce que, comme on a cité, l'alignement des astres qui a fait que ton émission soit possible aujourd'hui. Et en fait, c'est plutôt la définition de média qu'il faut revoir aujourd'hui et la manière qu'on a de le concevoir comme business. Aujourd'hui, une personne est un média et un business en même temps. Donc, est-ce qu'il y a autant de médias et de business que de créateurs de contenu au Maroc? Ça voudrait dire qu'il y en a des milliers quand même. Tu vois, donc c'est vraiment cette façon de voir. Alors, dans la conception classique du média, avec une chaîne, des rédactions, des studios, etc. Oui, effectivement, ça devient de plus en plus cher, très dur à maintenir. Il faut des annonceurs. Le gâteau n'est pas plus large qu'avant, au contraire. Donc, et il y a beaucoup plus de personnes qui en prennent des petits bouts. Donc, oui, c'est plus compliqué de faire son beurre dans le métier. Mais si tu te dis que toutes les personnes qui créent du contenu et qui en font leur vie, chacun c'est un média en réalité, il y a beaucoup plus de médias qu'avant. Je peux te citer 10 personnes aujourd'hui qui créent du contenu au Maroc qui sont plus puissantes que les chaînes classiques qu'on a. Ouais. Est-ce que ce n'est pas des médias? Ouais, c'est clair. Tu as fait beaucoup d'interviews, tu as dû en faire des centaines, je pense, non? Au moins? Ouais. Oui. Et tu me disais avant le podcast qu'il y a une période où tu faisais tous les matins une interview? Plusieurs. Ouais. Plusieurs par jour? Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne interview? Alors, il n'y a pas de secret, c'est ta préparation. Ta préparation, ton travail. Alors, pour le coup, tu peux avoir le talent que tu veux. Si tu n'as pas préparé ton interview, c'est très compliqué. Après, ton talent veut aussi probablement dire tout ce que tu as cumulé comme culture et comme connaissance et comme intérêt, comme curiosité tout au long des années pour que, une fois devant un sujet, tu n'aies pas besoin de passer 3 heures à le potasser pour pouvoir en parler. Donc, c'est ce qu'il y a dans ta tête, quoi. C'est vraiment ça qui... Pour moi, la valeur d'un intervieweur, c'est la manière qu'il a de maîtriser un sujet pour pouvoir poser des questions pertinentes et surtout rendre accessible et totalement compréhensible le sujet pour la personne qui, elle, n'a pas fait 3 heures de préparation du sujet pour le comprendre. C'est vraiment ça. C'est de faire le lien entre cette masse énorme de savoir et de connaissances qu'il faut pour s'attaquer à un sujet et la rendre digeste pour un enfant qui regarde cette interview-là. À mon avis, c'est ça une bonne interview. Et sur la préparation, donc il y a la partie la plus importante, il y a des choses que tu fais, des choses que tu regardes, il y a des manières de le faire. Comment on prépare?
En fait, quand tu fais ce métier, il n'y a rien que tu regardes innocemment. Il n'y a rien que tu regardes juste pour regarder. Chaque fois que tu vas regarder quelque chose, tu vas repérer une information, tu vas emmagasiner un nouveau truc, tu vas faire en sorte que ta connaissance des sujets s'agrandit et le bagage dans lequel tu peux tirer des fils pendant une interview va être de plus en plus riche. Donc, ouais, c'est ta curiosité, c'est l'éveil avec lequel tu regardes tout ce qui te vient à toi comme contenu tous les jours. C'est vraiment ça qui va constituer ta culture C'est au des final. inspirations, c'est de la culture, c'est des choses dont tu peux reparler. Ouais. J'imagine que tu rencontres beaucoup de gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, créer du contenu, soit créer une page sur Instagram, créer une chaîne YouTube, etc. C'est quoi les questions qui reviennent le plus? C'est quoi, toi, les conseils que tu leur donnes le plus souvent? En général, les discussions tournent autour de quoi? Les personnes qui se lancent aujourd'hui n'ont pas besoin de conseils parce qu'elles savent probablement des choses que moi, du haut de mes 41 ans et avec ma vision de ce métier-là, après mon parcours, fait que je ne suis peut-être pas pertinent pour ces personnes qui démarrent parce qu'elles ont peut-être repéré des raisons ou des façons de faire que moi, je n'ai même pas encore identifiées. Quand tu regardes tout ce que crée la Gen Z aujourd'hui comme contenu, moi, c'est des contenus auxquels j'aurais jamais pu penser et ils le font avec beaucoup de succès. Donc, qui suis-je pour donner des conseils à ces personnes-là ou pour leur dire la bonne ou la mauvaise façon de faire les choses? Mais encore une fois, comme je te disais, en général, celles qui vont le plus loin, c'est celles qui le font, en tout cas au début, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de vérité et qui livrent à la caméra des choses qu'une personne qui prend un rôle ou là, qui prend une voix ou là, qui prend une façon de parler qui n'est pas naturelle ne ferait pas naturellement. Donc, ouais, je ne veux pas te décevoir, mais l'authenticité ouais, surtout, mais l'authenticité, non, ta la réponse, elle est sincérité intéressante. et ouais. Mais effectivement, tu as raison, c'est les plus jeunes qui savent ce qui est dans l'air du temps, ce qui est nouveau, et naturellement, ce qu'ils vont faire authentiquement C'est la va être singularité le plus qu'ils intéressant. ont eux-mêmes. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'authenticité, c'est parce que c'est vraiment ce qui te constitue toi en tant que personne qui a envie de partager quelque chose avec le monde, qui va faire que ces gens s'y intéressent. C'est cette singularité-là, et c'est ça qu'il faut cultiver, c'est ça qu'il faut garder, et c'est ça que moi, comme j'ai comme métier d'identifier et de pouvoir repérer pour pouvoir créer des choses avec cette personne-là. C'est cette singularité. Tu es au contact de beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de clichés sur les jeunes, sur la Gen Z. Je pense depuis toujours. Il y a toujours des clichés comme sur les jeunes. Comme il y en a eu sur nous à l'époque où on était nous-mêmes. Voilà. Depuis toujours. Qu'est-ce que toi, tu as vu, que tu as remarqué sur les jeunes aujourd'hui, qu'on sait ou qu'on ne sait pas forcément? Terrain très glissant. En fait, j'ai repéré un truc. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Peut-être qu'ils ont, eux, raison. Cette génération a raison. Sur le rapport qu'ils ont au travail. Je pense que notre génération se définissait ou définissait son identité par le travail qu'on a et pour lequel on se lève le matin et auquel on va dans la journée. Pour eux, le travail est... Enfin, j'ai l'impression, hein, je ne fais pas d'analyse de comptoir de cette génération, mais le travail est un outil pour avoir un revenu, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Okay. Donc, en fait, ça ne les définit pas et ce n'est pas la raison pour laquelle ils se lèvent le matin. Et ce n'est pas la fin du monde si ce travail part et qu'un autre... Enfin, ils ont une légèreté par rapport dans ce lien, en tout cas, au travail, que je trouve fascinante et inspirante. J'aurais bien aimé, moi, avoir moins d'anxiété, moins de me sentir moins soumis à mon travail que je le suis aujourd'hui. C'est intéressant. C'est vrai que moi aussi, pour moi, c'est hyper important ce que tu fais. Et parce que je me dis, c'est la majorité de ton temps, etc. Donc, c'est très important. Mais effectivement, tu peux aussi te dire, tu peux cloisonner, tu peux compartimenter dans ta tête, te dire, je travaille pour ça et je fais autre chose. Si on se rencontrait, toi et moi, aujourd'hui, on se poserait peut-être potentiellement la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est vraiment pas forcément la première question que se posent entre elles des membres de cette génération qui se rencontrent pour la première fois. Ouais. Toi, justement, en dehors de Jaoujeb, en dehors de ton travail, d'autres choses que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu fais à côté de ton travail? La musique est quelque chose qui fait vraiment
partie de ma vie, qui a toujours fait partie de ma vie. C'est peut-être même ce qui m'a amené à ce métier. Au départ, j'ai fait une playlist et j'en ai parlé à la radio. Ouais. Pendant les années 2M, j'ai créé des émissions qui étaient liées à la musique. Et depuis, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Je voyage beaucoup pour voir des concerts, j'adore ça. J'en vois aussi beaucoup au Maroc et je trouve ça extraordinaire, cette évolution de la scène des festivals, de l'offre, comment elle s'est développée et de la manière qu'on a de vivre un festival au Maroc aujourd'hui. Je trouve ça génial. Je fais aussi de la moto, j'aime beaucoup ça, j'en ai toujours fait. Je voyage beaucoup avec des copains pour faire des week-ends un peu partout. Qu'est-ce que tu aimes dans la musique? Qu'est-ce que j'aime dans la musique? Mais quel musicien ou quel Oui, style? alors, ça change chaque année. Cette année a été mon année jazz et cuivre, en fait. D'après Ok. mon Spotify Wrapped. Alors, moi, je suis pas Spotify, je suis team Apple Music. Mais oui, pareil, j'écoute beaucoup de Kamasi Washington, j'écoute beaucoup de Brahim Malouf, j'écoute beaucoup de. Ah, j'adore Brahim Malouf. Oui, C'est génial. c'est un T'as des vu artistes. l'album live Il est rouge, j'ai oublié son Oui, nom. oui, oui, 10 ans enfin, c'était les 20 ans ou 10 ans de concert. Live. Ouais, Cet exactement. album, il est Ouais, incroyable. Brahim Que est un des, super que des artiste. morceaux en live. Mais au Maroc, on a aussi Exceptionnel. qui est incroyable. On a aussi beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup ici. Un Hamza Ben Ismeres qui est très très bon. On a pas mal d'artistes qui sont aussi de cette mouvance jazz et que j'aime beaucoup. Tu disais moto aussi et voyage. Ouais, Ok. ouais. La moto, j'ai passé mon permis moto il y a beaucoup plus tôt que mon permis voiture. Je l'ai que depuis quelques années, Ok. mon permis voiture. Que depuis quelques années. ouais, Ok, ouais, donc tu t'es toujours déplacé ouais, ouais. en moto. Ok. Je trouve qu'il n'y a rien qui procure, c'est cliché, mais il n'y a rien qui procure une telle sensation de liberté que la moto. Donc j'adore ça et j'en fais autant que je peux. Voilà, je passe par ma crise de la quarantaine, donc j'ai fait mon premier saut en parachute aussi, c'est génial. Ah, j'aimerais beaucoup faire ça, mais ça me fait peur. Bah, tu devrais, c'est formidable. Là, je pense à carrément passer mon certificat pour pouvoir sauter tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, à 40 ans, je sais pas, c'est les copains, c'est les repas à la maison. C'est très simple au final. Ouais. On se défait de beaucoup de choses qui font qu'on a une vie très, très remplie, un peu plus jeune, Ouais. pour se concentrer sur des choses plus simples et plus essentielles. Voilà, je me suis beaucoup assagi en tout cas, ça c'est sûr, par rapport à mes années, mes premières années. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou quelque chose qui t'a beaucoup marqué dans ta vie? Alors, dans ma vie, Ou récemment ou ce que tu alors veux. récemment, j'ai commencé un livre que je trouve génial, Daniel Rondeau, Tanger et autres Maroc. Et c'est génial parce que ce monsieur raconte le Maroc à travers le regard d'artistes ou d'auteurs qui sont passés par chez nous et qui ont parfois un regard qui peut être considéré comme totalement orientalisant et limite colon. Mais c'est intéressant de savoir comment eux-mêmes vivaient ici et ce qui a pu les mener justement à parler du Maroc de cette manière-là. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là. Le dernier film que j'ai vu est un film documentaire signé de Fatem Leyachi qui s'appelle Matisse. Il pleuvait. Ouais, en tout cas, le documentaire de Fatem Leyachi et d'Antoine Casalta sur Matisse au Maroc est assez formidable. Il vient de passer sur France 3, il passera bientôt sur 2M. Il a été acquis par 2M. Oui, je crois que c'est les deux dernières choses que j'ai vues récemment et que je peux recommander. Ok, intéressant, on va regarder. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? On a parlé un petit peu de ton parcours, de Jaoujeb. Je sais pas, non, t'as fait un petit peu le tour. Moi, j'étais très content de revenir sur des souvenirs de choses passées, de ces périodes-là. Non, je crois que c'est... Ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi, je trouve ça passionnant de voir, tu vois, le fait que tu as évolué dans les médias, mais que tu as pris des risques à différents moments pour faire quelque chose de nouveau. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, en 2016, c'était un peu fou de faire ce jump. Et je trouve ça passionnant de voir comment c'est un monde qui évolue les médias, mais en fait, en même temps, c'est aussi beaucoup de formats qui existent déjà, qui reviennent.
Et c'est toujours comme ça. C'est à la fois de l'évolution et des choses dont on met des nouveaux mots sur des choses qui existent. Et c'est ça qui fait que le secteur évolue. Lavoisier, rien ne se crée, Tout se rien transforme. ne se perd, tout se transforme. Ouais. C'est exactement ce qu'on vit dans ce monde C'est des clair. médias. C'est clair. Bah écoute, Younes, merci beaucoup. C'était Merci à toi, passionnant. Mohamed. C'est un plaisir de discuter. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Top. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.